Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand nous propose aujourd'hui de revivre un destin exceptionnel, celui de Toussaint Louverture. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je suis heureux que Marc Menant ait accepté d'être des nôtres aujourd'hui pour évoquer cette figure majeure de l'histoire haïtienne et mondiale, disons-le, une figure qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment en France. Et nous partons donc pour les Antilles, Franck ? Et oui, dans la première partie de l'émission, et puis ensuite, nous irons sur des terres plus fraîches mais pleines de charme. Nous visiterons en effet le château de Joux, où Toussaint Louverture a été emprisonné sur ordre de Bonaparte. L'occasion d'aller visiter toute la région de Pontarlier au cœur de la Franche-Comté. Et pour nous servir de guide, nous aurons aujourd'hui, et oui, c'est jeudi aujourd'hui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui est avec nous. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Août 1802, un fourgon avance au rythme des chevaux sur une route jurassienne. Imaginez cette route déjà bordée de sapins à l'intérieur. Un général d'une soixantaine d'années, et c'est un général noir. Il est d'apparence un petit peu frêle, il est assez petit. Son visage n'est pas très gracieux, disons-le, mais il a, en revanche, ce genre de regard qui en impose. Son nom, donc, Toussaint Louverture. Pour lui, c'est un long voyage qui s'achève. Seulement quelques mois auparavant, il était un homme redouté. Il était le maître de Saint-Domingue, une île des Grandes Antilles. Il était prêt à défier Bonaparte en personne. À présent, c'est un homme vaincu, à la merci de ses gardiens. Bientôt son convoi s'approche d'un fort austère, accroché à la roche. C'est là, au château de Joux, à quelques kilomètres de Pontarlier, qu'il va devoir affronter l'humiliation de la captivité, de la détention. Maintenant, que faire ? Sinon espérer un procès, une occasion de se justifier. Tout serait préférable à cet ensevelissement si loin de chez lui. Alors est-ce que ça peut vraiment être la conclusion d'un tel parcours ? Un sort pareil, ça paraît peu probable, un parcours quand même qui porte sa part d'ambiguïté, de mystère, mais qui n'en est pas moins un parcours exceptionnel et sur lequel j'ai hâte d'entendre s'exprimer Marc Menant, car vous verrez que sur la question, il a des avis qui ne sont pas les avis les plus répandus. Pour le comprendre, il faut se replacer à l'été 1791. Vous voyez, on fait un petit saut de une bonne dizaine d'années en arrière. Nous sommes dans la partie occidentale de Saint-Domingue, qui à l'époque est sous domination française. Voilà 2 ans déjà que la révolution en métropole favorise des tensions et des troubles très graves sur l'île. Des débats sur l'esclavage ont eu lieu à Paris. Le statut des hommes de couleur a fait l'objet de beaucoup de débats. Il faut vous dire que ces hommes de couleur sont regardés très différemment selon les groupes de population de la colonie. Si je devais résumer, on va être assez schématique, les tenants de l'esclavagisme craignent une remise en cause du système dont ils profitent évidemment. Les mulâtres libres, de leur côté, aspirent à l'égalité, mais une égalité réelle. Ils voudraient être considérés comme les Blancs. Quant aux esclaves, on peut se demander à quel point ils sont en condition d'espérer un changement de leur statut. C'est dans ce contexte très complexe qu'une réunion d'esclaves semble s'être tenue en août 1791 dans un lieu nommé Bois-Caïman, on est dans le nord de l'île. Des conjurés préparent là un soulèvement coordonné dans plusieurs plantations à la fois. Ils célèbrent une cérémonie autour d'un prêtre vaudou qui s'appelle Boukman Douti. Marc Menant raconte, Boukman se dresse, rugit une incantation en remerciement aux ancêtres, tonne la fin du monde, proclame l'insurrection du peuple noir. Ainsi, quelques jours plus tard, le 22 août de cette année 91, alors que la nuit est déjà tombée, la révolte éclate dans le nord de l'île. Quand je dis la révolte, imaginez un soulèvement intense, brutal, qui se propage très vite. On peut dire que c'est l'heure de la vengeance qui sonne. Pierre Pluchon précise, je le cite, « Dès la matinée du 23 août, on compte déjà 37 propriétaires et gérants assassinés. Les flammes ravagent Grand Case, Moulins, dépôts, champs de canne. Bientôt, la riche plaine du Nord, orgueil de la colonie, n'est plus que ruines et cendres. » Alors qu'en est-il de Toussaint à ce moment de la révolte ? À cette époque, il n'est
plus esclave. C'est vrai qu'il est né dans une plantation du Nord où il a notamment été cocher. Il a été affranchi en 1776 par son maître, Bayon de Liberta. En 1791, il a 48 ans et lui-même gère une petite exploitation qui comprend un peu plus d'une dizaine d'esclaves. Il peut être donc considéré, vous le comprenez, comme occupant une position intermédiaire entre les colons blancs, bien sûr, qu'il sert d'une certaine manière, mais un peu à leur façon à eux, et puis bien sûr les révoltés. Pour certains, Toussaint n'a rien à voir avec les premiers événements de la révolte. On dit d'ailleurs qu'il est allé secourir Bayon de Liberta face à la menace des insurgés. Ce ne serait que plus tard, attiré par le souffle de la liberté, par cette quête d'égalité qui s'est emparée de son île, ce ne serait que plus tard qu'il aurait rejoint la rébellion. D'autres nous disent que Toussaint, au contraire, était présent très tôt en coulisses et qu'il aurait même contribué au déclenchement de la révolte qui pourrait d'ailleurs être menée de loin par un certain nombre de royalistes hostiles à la révolution. C'est aussi une thèse. Quoi qu'il en soit, au fil des semaines, des combats très violents vont faire rage un peu partout dans l'île. Il est certain qu'au cours de l'automne de cette année 91, Toussaint est présent parmi les révoltés, ça on en a la trace. Il apparaît d'ailleurs bientôt comme une figure qui compte parmi les rebelles, et c'est vrai qu'il dispose à ce titre d'un certain nombre de qualités. D'abord, il sait écrire et lire, bien sûr. Il connaît le monde des esclaves, il connaît aussi, paradoxalement, le monde des colons. Il est d'une grande habileté, il fait preuve, lorsqu'il le faut, d'une certaine modération, ce qui n'est certes pas la vertu la plus répandue parmi ses compatriotes. Il est capable de bien diriger les hommes, or on va avoir besoin de meneurs d'hommes. Alors, les semaines passent, les mois passent, et à mesure que les choses s'enveniment, la situation devient ingérable. Ça devient quasiment impossible de tenir du côté des révoltés parce que les moyens dont ils disposent, eux, sont très limités. Alors, il y a des tentatives de conciliation entre les insurgés et les colons. Tout ça ne mène pas à grand-chose. Clairement, la lutte pour la liberté ne fait que commencer. Vote de François-Joseph Gossec sur Europe 1. C'est l'histoire de Toussaint Louverture qui est évoquée cet après-midi par Franck Ferrand. Restez bien avec nous. La suite, c'est dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Franck, vous nous parlez de Toussaint Louverture, dont le nom est attaché à la libération de Saint-Domingue. Alors après une révolte en 1791... Eh oui, en pleine révolution, bien sûr. Absolument, il s'impose comme une figure importante de la résistance face aux colons de l'île. Le conflit qui s'engage est très âpre, très violent. Alors, avant d'aller plus loin, Franck, moi j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que pouvait représenter Saint-Domingue à l'époque ? D'abord, vous êtes bien consciente que Saint-Domingue est coupé en deux, comme aujourd'hui avec Haïti et Saint-Domingue, Oui, sauf qu'à l'époque c'est tout Saint-Domingue. La partie orientale est espagnole, la partie occidentale française. Et évidemment, les Espagnols entrant très vite en guerre contre la toute nouvelle République française au moment de la Révolution, vous vous doutez bien qu'ils vont essayer d'attiser, de souffler sur les braises, naturellement. Il faut bien être conscient de l'importance économique de Saint-Domingue. Sinon, évidemment, on serait tenté de dire qu'est-ce qu'on peut bien... Ça n'a pas grande importance ce qui se passe à l'autre bout du monde pour la France de l'époque. Mais Saint-Domingue est une île dont les ressources sont considérables, et notamment la fameuse canne à sucre, c'est fondamental. Donc c'est une île très importante. Le système économique est très efficace, ça marche très bien. Avec un tout petit détail quand même, c'est qu'il est entièrement fondé sur l'esclavage. Et ça, évidemment, c'est ce qui vient vicier complètement la situation. À l'aube de la Révolution, la colonie comptait à peu près 30 000 blancs, un petit peu plus d'hommes de ce qu'on appelle des libres de couleur, dont certains possèdent donc des terres et eux-mêmes ont des esclaves, vous comprenez la complexité de la chose, et un demi-million d'esclaves. Un demi-million d'esclaves, 30 000 blancs. Vous voyez un petit peu le rapport ? Alors, le rapprochement va se faire entre la rébellion et les Espagnols. Ça, évidemment, il fallait s'y attendre. Toussaint est même colonel auxiliaire de Sa Majesté catholique. C'est-à-dire que, j'allais dire, on bouffe un peu tous les râteliers. On verra ce que Marc Menant en pense. Mais en tout cas, les Espagnols sont aussi
le seul soutien dont les révoltés, dont les rebelles puissent se réclamer forcément dans cette île. Et puis n'oubliez pas les contingents britanniques qui sont encouragés par un certain nombre de colons qui eux aussi veulent mettre le pied sur l'île. Les Anglais ne sont jamais loin dans ces cas-là, vous savez. Cette riche colonie de Saint-Domingue attire, vous le comprenez, toutes les convoitises. Elle est profondément divisée, on est en pleine révolution, les bouleversements sont nombreux, rapides. Un commissaire de la jeune République à Saint-Domingue, il s'appelle Santonax, il va jouer un rôle essentiel. Il a besoin de forces vives. Il prend un certain nombre de mesures en faveur de la libération des esclaves de la colonie et cette initiative-là est suivie quelques mois plus tard, début 94, par le vote de l'abolition de l'esclavage à Paris. Il ne faut pas l'oublier. L'abbé Grégoire, etc. On y reviendra sur la décision de la Convention. C'est un bouleversement dans toutes les Antilles et ça va sans doute contribuer à convaincre Toussaint de changer de camp d'une certaine manière, même si d'autres causes ont pu jouer partiellement ou totalement. Nous en reparlerons. Toussaint est confronté à un certain nombre de vexations. Il est en conflit avec ses propres alliés. Quoi qu'il en soit, il se met brusquement à combattre les Espagnols. Et désormais, il va servir la France révolutionnaire. Cette France qui, enfin, a agi pour la liberté des esclaves. C'est incontestable. Toussaint se montre efficace, de belles victoires affaiblissent les Espagnols, jusqu'à ce que la paix soit signée en Europe. Reste à ce moment-là à s'occuper des Britanniques, qui seront encore plus difficiles à déloger. En tout cas, Toussaint apparaît comme un combattant doué, capable même de susciter une véritable ferveur autour de lui. Il a aussi de bons auxiliaires, il faut le dire, notamment Dessalines, un nom qu'il faut retenir. Toussaint est récompensé pour son action puisqu'il est nommé en 95 général de brigade. Vous imaginez, pour lui, tout ça a été complètement inespéré et ce n'est une ascension qui ne fait que commencer. En 1796, le gouverneur de Saint-Domingue, Lavaux, est retenu prisonnier à la suite de toute une histoire, tout un complot. Toussaint réagit, il réagit vite et bien. Il va se porter au secours de Lavaux avec 2 bataillons. Pour remercier Toussaint, raconte Jacques de Caunas, son protecteur le nomme lieutenant au gouvernement général de Saint-Domingue en moins de 2 ans. L'ancien transfuge du camp royaliste dont le ralliement pouvait sembler douteux est devenu le second personnage de la colonie et l'homme de confiance du représentant de la République française. Cette montée en puissance, vous voyez qu'il a plutôt tendance à prendre les marches 4 à 4, Toussaint Louverture. Cette montée semble faire ressortir un côté un peu plus discutable du personnage, c'est incontestable. Il parvient, dans des circonstances qui parfois sont troubles et avec une adresse assez redoutable, il parvient à mettre sur la touche un à un tous ceux qui le gênent. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Quand un nouvel envoyé de la métropole, qui s'appelle Hédouville, arrive sur l'île en 1798, c'est un bras de fer, évidemment, avec Toussaint. Il ne faut que quelques mois à ce dernier et à ses alliés pour forcer Hédouville au départ, simplement par intimidation. Et au fil du temps, il paraît clair que Toussaint s'affranchit progressivement de la tutelle française. D'ailleurs, il n'hésite pas à lancer des négociations directes avec les puissances étrangères. On a envie de dire, oh là là, mais pour qui se prend-il? Avec les États-Unis, qui sont tout proches, bien entendu, avec le Royaume-Uni et pour cause, puisque les Anglais sont là tout le temps et menaçants. Leur appui est utile à Toussaint, en l'occurrence, quand éclate un conflit contre le général Rigaud, qui est un mulâtre et qui est un de ses opposants. Le conflit va dégénérer dans une espèce de guerre civile. Alors, j'allais dire une guerre civile meurtrière, mais il faut vous dire une chose, c'est que dans l'histoire haïtienne, c'est horrible, hein, mais je ris en le disant, mais toutes ces guerres sont toujours incroyablement sanglantes, d'une dureté invraisemblable, avec toujours les affrontements raciaux à la base de tout ça. Finalement, sans entrer dans le détail des événements, il n'y aura bientôt, et c'est Victor Schœlcher qui le relève, il n'y aura bientôt plus d'autre autorité à Saint-Domingue que celle de Toussaint. Au loin, un homme a lui aussi connu une ascension vertigineuse. Alors lui n'a pas monté les marches, j'allais dire 6 à 6, lui, si tant est que ce soit possible. Il va bientôt remettre en cause l'autorité locale de Toussaint. Vous avez bien compris que l'homme dont je parle, c'est Napoléon Bonaparte. Franck Ferrand évoque cet après-midi le parcours incroyable de Toussaint Louverture. Au cœur de l'histoire, c'est votre émission, vous le savez. Vous pouvez donc bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à son invité Marc Menant sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est l'histoire de l'ascension de Toussaint Louverture que vous évoquez cet après-midi, Franck. Enfin, son ascension pour le moment. Oui, pour le moment, parce qu'on va voir que tout ça a une fin, forcément. Sinon, nous n'irions pas visiter le fort de Joux, après tout. Toussaint Louverture a, vous l'avez bien compris, petit à petit fait main basse. Il a mis l'île sous son contrôle, ce qui ne veut pas dire que tous les troubles soient éteints, loin de là, mais la persévérance de cet homme, son habileté, aussi, il faut le dire, parfois sa duplicité, lui ont permis de faire merveille. Il songe à franchir un pas un peu dangereux, puisqu'il voudrait mettre au point de manière unilatérale une constitution. Vous imaginez qu'à Paris, on a envie de dire « et puis quoi encore ?» Le texte confie à Toussaint le pouvoir à vie. Ça fait un peu penser à quelqu'un d'autre qui est en métropole à la même époque. Il va pouvoir choisir lui-même son successeur avec une forme de gestion qui n'est pas loin d'être dictatoriale, il faut le dire. Les conditions des travailleurs agricoles restent, entre parenthèses, très encadrées, très contraignantes. Et la Constitution exprime, ne serait-ce que par son existence, une forme d'autonomie évidente à l'égard de la France. C'est Victor Schœlcher qui commentera. Monté à cette élévation, il eut le vertige. Il fléchit sous le poids de son étonnante fortune. Sa force d'âme ne fut pas à la hauteur de son génie. Il rêva de se soustraire à la domination de la mère patrie. Il se crut assez fort pour braver les dangers d'une entreprise aussi extraordinairement hardie. À la même époque, le consul Bonaparte s'est installé donc à Paris. Difficile de savoir à quel point Toussaint pense pouvoir faire entériner sa constitution par Paris. C'est quand même ça paraît quand même un peu audacieux a priori. En tout cas, il semble assez évident qu'un nouveau bras de fer va avoir lieu, cette fois entre Toussaint Louverture et Napoléon Bonaparte, qui, agacé par les initiatives de ce dictateur qui pour lui doit paraître bien exotique et bien petit, et agacé et de plus en plus inquiet, disons-le, a l'intention de reprendre le contrôle de Saint-Domingue. Et c'est la raison, peut-être, l'une des raisons qui vont l'amener à remettre en vigueur l'esclavage. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des grands reproches que les ennemis de Bonaparte formulent à son encontre, c'est d'avoir restauré un esclavage qui avait théoriquement et sur le papier, été aboli par la Convention en 94. Bref, une vaste expédition est préparée, mise sur pied, envoyée au-delà de l'Atlantique, avec le général Leclerc à la tête des troupes. Le général Leclerc, il est depuis plusieurs années marié à une certaine Pauline Bonaparte. C'est donc, j'allais dire le beauf. Non, nous allons rester élégants. C'est le beau-frère du premier consul. L'expédition en question comprend des dizaines de bateaux, 30 000 hommes, et elle arrive en vue des côtes de Saint-Domingue au mois de janvier 1802. Bien entendu, Toussaint a eu tout le temps de s'y préparer, et pourtant, face à la force de frappe française, il se révèle relativement impuissant. La résistance a l'air difficile. Plusieurs villes tombent très vite, et à nouveau, la violence, cette espèce de violence endémique, s'empare de l'île. Toussaint doit se replier à l'intérieur des terres. Lui et ses lieutenants font face, évidemment, et avec beaucoup de courage. Il y a des combats qui donnent du fil à retordre aux Français, dont les pertes sont importantes. Il faut vous dire que les maladies tropicales n'arrangent sûrement rien pour ce qui est de la santé des soldats français. Finalement, une trêve est proposée, et Toussaint va accepter, en échange d'un certain nombre de garanties, il va accepter l'accord au printemps 1802. Jacques de Caunes raconte, Toussaint, escorté de sa superbe garde d'honneur de 400 guides, fait une entrée solennelle au Cap dans la liesse générale, avant de se retirer quelques jours plus tard à Hennery, l'une de ses plantations, entouré de quelques fidèles. Il ne faudra pas plus d'un mois pour qu'on le soupçonne, à la suite de dénonciations de Dessalines entre autres, d'entretenir en sous-main la résistance des derniers insoumis. Son courrier est surveillé, des lettres aux termes ambigus sont saisies. Bref, sa déportation est décidée. On lui a tendu un piège, soi-disant pour lui demander quelque avis. Toussaint se voit proposer un dîner le 7 juin. Seulement pendant le repas, les domestiques qui s'affairent autour de la table se révèlent en fait être des policiers, des hommes chargés de l'arrêter. Et là, c'est la chute. Il ne tarde pas à être mis sous bonne garde. On l'envoie, il est sur un bateau, on l'envoie en France. Et au moment de quitter sa terre natale, il lance: en me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Le voyage, la traversée,
éprouvante. Toussaint est enfermé ensuite au château de Joux, donc dans le cœur du massif du Jura, où nous irons tout à l'heure sur ses traces. Il dictera des mémoires où il réclame d'être entendu par Bonaparte. Madison Smart Bell raconte, je cite, « Bonaparte semble avoir eu très exactement l'intention d'enterrer Toussaint Louverture vivant. Il n'avait jamais été question de lui offrir la tribune d'un procès militaire. Il restera donc dans son donjon, dans l'enceinte la plus reculée, tandis que passaient les mois d'hiver, une série de petites humiliations toutes ordonnées depuis Paris le poussèrent vers l'anonymat. On lui retira sa montre et ses derniers courriers. À son uniforme de général, on substitua un habit de paysan français. » Comment s'étonner que cet homme qui a vécu tant de vexations et dont la faiblesse constitutive se trouve doublée maintenant d'une véritable faiblesse morale, soit vaincu par une maladie pulmonaire. On le retrouvera mort sur une chaise près de sa cheminée au matin du 7 avril 1803. Et quelques mois plus tard, l'ancienne colonie de Saint-Domingue, qui bientôt deviendra donc Haïti, cette ancienne colonie proclamera son indépendance. Bonjour Marc Menant, vous êtes l'auteur d'un petit roman d'Haïti qui a beaucoup fait parler aux éditions du Rocher, et avec vous nous allons revenir évidemment sur le destin hors norme de Toussaint Louverture. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous faites revivre cet après-midi le parcours incroyable de Toussaint Louverture avec votre invité Marc Menant, auteur du petit roman de Haïti aux éditions du Rocher. Oui, je me suis permis d'être gentiment ironique, Marc, parce que vous avez de Toussaint Louverture une vision qui est nettement plus nuancée que celle qu'on peut lire dans la plupart des manuels scolaires. Était-il, selon vous, un grand homme ou un vil opportuniste ? Vil opportuniste, je n'utiliserai pas l'adjectif. Opportuniste, oui, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut savoir déjà que les conditions étaient épouvantables pour ce peuple d'ébène, pour ces individus qui étaient rabaissés au rang de machines. Ils n'avaient aucune dignité, droit à rien. Et lorsque l'on exécutait mal son travail, on était fouetté au sang jusqu'à la mort. L'homme n'avait aucune valeur en tant que tel, ce qui fait que très tôt... c'est le système terrible de l'esclavage. Voilà, de l'esclavage. Mais ce qui va pousser Colbert à faire son fameux code noir qui nous paraît d'une violence inouïe, mais qui en fait était plutôt une manière de limiter les dégâts. Voilà, de faire en sorte que l'abomination ne dépasse pas un certain degré. Voilà. Bon. Mais à partir de là, très tôt, on a des nègres marrons, c'est-à-dire des gens qui s'enfuient dans les montagnes. Quand on va à Haïti aujourd'hui, on comprend bien, et à l'époque, Haïti était encore beaucoup plus luxuriante. Il y a la possibilité de créer des micro-sociétés qui sont des poches de résistance. Et le premier personnage qui va se dresser contre les colons, c'est en 1737. On l'appelle Macandal. En 37, donc ça c'est très tôt. Hein. Mais oui, complètement. On est 60 ans avant les événements dont nous venons de parler. Complètement, et c'est Macandal. Et aujourd'hui encore, quand vous allez en Haïti, que vous rencontrez des prêtres vaudous, on vous parle de Macandal, parce que il y a la malédiction Macandal. C'est un sac dans lequel on a des os de cimetière et autres éléments, qui ont été d'ailleurs utilisés après par Duvalier. C'est pour Clémentine Portier-Kaltenbach qui va être ravie. Et donc, on porte la malédiction sur un acte, je dirais, de révérence à ce Macandal. Alors Macandal, un jour, décide, comme Boukman bien des années plus tard, de se lever contre ses oppresseurs, contre ces ignobles personnages qui n'accordent pas le moindre intérêt à ceux qu'ils piétinent du jour au lendemain. Aider les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, qu'il peut avoir un minimum d'énergie pour effectuer les tâches les plus pénibles, eh bien on le met. C'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de journée de repos. C'est monstrueux ce qu'on leur inflige. Et ce Macandal donc se dresse. Il va pendant 20 ans terroriser les colons d'Haïti. Dans un premier temps... Mais il n'est pas tout seul, bien entendu. Il arrive à soulever un certain nombre d'hommes avec lui. Il se retire dans ces montagnes. C'est un petit peu le Spartacus local, si l'on ose dire, toute proportion gardée. C'est à peu près cela, voilà. Et alors, il utilise, parce que là encore, il faut bien comprendre, c'est cette mentalité vaudou. Qu'est-ce que le vaudou ? Eh bien, c'est croire à l'omniprésence des esprits. On n'a pas un Dieu unique, on a une multitude de dieux. Forme d'animisme généralisé ? C'est un animisme, tout à fait. Et en révérant à ces dieux multiples, on obtient des connivences de l'indicible pour pouvoir agir. Et dans les personnages
qui sont ces personnages emblématiques, fantasmagoriques. Il y a Hugon Ferraille, qui est le dieu de la guerre, et Baron Samedi, le dieu de la vengeance. Et ces deux... Un drôle de nom. Mais voilà. Ça fait tout le charme de votre petit roman d'Haïti, d'ailleurs, tous ces noms extraordinaires. Oui. Ce qui était fabuleux, c'est que Haïti est un monde croustillant du côté des mots. Parce que très tôt, lorsqu'ils vont chercher à obtenir la notion de liberté, s'affranchir du pouvoir des Blancs, malheureusement en effet miroir, il y a le besoin d'une expression et de pouvoir savourer les mots et de chanter la langue, de pouvoir en quelque sorte faire que le verbe soit une identité en soi. Et alors ils savent utiliser toutes les métaphores les plus invraisemblables. Aujourd'hui encore, quand vous allez en Haïti, engager une conversation, c'est une partie de bonheur. Ça crépite dans tous les sens. Le verbe est là. Il vous taquine les tympans. Il vous emporte littéralement. Ça ne doit pas vous plaire tellement, vous, une civilisation où le verbe est roi. Ça doit bien vous embêter, même d'une certaine manière. Et alors, ce qui est formidable, c'est que les libres, la première chose qu'ils font, c'est s'accaparer la langue. Et on verra que Toussaint Louverture bénéficie d'une éducation dans laquelle il y a cette instillation de l'expression. Lui, il a été affranchi donc tôt par rapport aux événements dont nous parlons, en 1776. Oui. Donc il se trouve déjà, par son statut même, un peu entre les deux camps, si je puis dire. Il ne fait pas partie du monde des esclaves. Il n'en fait plus partie. Alors lui, sa grande souffrance, comme tous les affranchis, c'est-à-dire que vous avez l'indépendance économique, le droit à une certaine réussite, mais en revanche, vous êtes un sous-homme. Aucune possibilité d'expression en tant que citoyen. Donc c'est bien gentil d'avoir éventuellement un cocher, d'avoir 3 personnages qui grattent la terre pour vous. Il n'en reste pas moins que jamais votre parole n'est prise en considération. Et ça, c'est abominable. Vous n'êtes pas un homme dans sa dignité, dans sa splendeur. Et ça va tous les habiter. De Toussaint Louverture qui viendra dictateur, on va essayer de comprendre pourquoi, mais il y aura ceux qui vont prendre la suite et qui vont obtenir cette... Qui deviendront même rois. Dessalines sera le roi. Enfin, sera empereur. Et après, on aura le roi Christophe. Oui. Et ce sont des personnages, Christophe qui dira, c'est quand même extraordinaire, je veux donner à mon peuple l'orgueil. Je veux que nous soyons... Aujourd'hui, nous n'avons pas d'orgueil parce que nous n'avons pas de souvenirs. Et donc... Rendre la fierté, finalement, voilà. C'est toujours un peu... Voilà. Oui, mais c'est formidable. Il se veut l'incarnation du peuple noir. Et ces pauvres bougres qui ont toujours été dans l'avilissement, qui ont toujours été dans le fléchissement, eh bien, il veut les faire se redresser. Et pour cela, il est prêt d'abuser des mêmes tortures que celles qui étaient infligées par les colons blancs. Mais il faut comprendre aussi que ces pauvres personnages n'avaient pas eu d'instruction. La seule référence politique qui est la leur, c'est celle de la royauté, c'est celle de cette hiérarchie où il faut obéir aux supérieurs. Donc que font-ils pour pouvoir instaurer quelque chose qui soit gérable? Eh bien, ils instaurent ce système hiérarchique. En même temps, un certain nombre de questions se posent, et je vous les pose déjà avant l'interruption, et nous y répondrons tout à l'heure. La question de savoir si, oui ou non, Toussaint est à l'origine des événements ou s'il les a pris en cours. La question de savoir quelles étaient ses volontés personnelle, la question de savoir pourquoi il a passé cet accord d'abord avec les Espagnols, puis un temps même avec les Anglais, et puis enfin, quel était son but final au moment de la rédaction de cette Constitution? Est-ce que son intention était d'instaurer à Saint-Domingue un pouvoir personnel? Vous voyez que ça fait quand même un certain nombre de questions. On va y répondre. Et y répondre, c'est aussi essayer de sculpter la véritable statue du personnage. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et on s'intéresse cet après-midi, Franck, aux étapes de la vie de Toussaint Louverture en compagnie de votre invité Marc Menant. Marc Menant qui est venu avec sa musique, comme vous pouvez le constater. Alors, ce qui est assez étonnant déjà, c'est la très grande révérence de Toussaint Louverture pour celui qui l'avait affranchi, pour celui qui l'a formé d'une certaine manière. Alors, c'est un privilège. Là, tout à l'heure, on évoquait Macandal, le premier des révoltés.
il avait pour maître le Normand de Mézy. Et le Normand de Mézy l'avait tout de suite considéré à part, lui donnant... Il avait vu qu'il y avait une intelligence particulière chez cet homme. Donc une petite dignité, lui donnant des tâches de confiance. Et le paroxysme en la matière, en général, c'est toujours de terminer cocher. Et cocher, ça permet d'être dans la rencontre avec les Blancs. Puis c'est celui qui conduit la famille. Bien évidemment. Et Macandal qui termine sur le bûcher après 20 ans de semage de révolte, terreur, oui. de révolte. Et pour la petite légende, pourquoi il occupe encore les esprits, c'est qu'au moment où il est sur le fagot, la foule est là, médusée, et puis un individu qui crie « Regardez, Macandal s'envole, c'est un papillon ». Et de là, eh bien, on aura dans ces esprits qui sont occupés, accaparés par cette croyance des éléments de la nature qui sont en interaction avec l'homme, eh bien, la capacité de pouvoir rencontrer Macandal dans tous les endroits et de le faire revivre grâce au maléfice. Alors, on a bien compris que vous avez une tendresse pour Macandal. Oui, non, mais Boukman, même chose. Il aura Monsieur Clément, lui, comme bienveillant. Monsieur Clément qui fait en sorte que lui aussi, eh bien, puisse évoluer dans une sorte de préhumanité. Et enfin, Bayon Libertad qui va encore plus loin. C'est-à-dire que là, il est simplement au-delà de la bienveillance, puisqu'il fait en sorte que le petit Toussaint est une éducation. Ah, bien évidemment, oui, c'est pas l'éducation. Il n'a pas un précepteur. Mais il n'en reste pas moins qu'il le met au contact d'un jésuite qui va lui apprendre à lire, qui va lui apprendre à écrire, et en dehors de cela, il fait en sorte que cet enfant, dont le père est un sorcier, un prince du Dahomey, qu'il a placé à la tête de son cheptel parce qu'il connaît les secrets des plantes médicinales, eh bien, que lui aussi, Toussaint Louverture, puisse, à l'époque on ne l'appelle pas encore l'ouverture, on ne sait jamais à quel moment d'ailleurs... Oui, ça c'est un peu un des mystères. Voilà, il se met à signer Toussaint Louverture, mais au départ c'est Toussaint Breda, c'est-à-dire le nom de l'habitation d'où il vient. Voilà, d'où il vient. Et alors, ce qui est formidable chez Toussaint, c'est qu'il est dans cette connivence, dans cette révérence au maître. Il va être affranchi très tôt, bénéficier en plus d'un mariage avec une fille d'un noir libre, et par conséquent, il devient un petit personnage cossu. C'est pour ça que ça ne concerne pas du tout la révolte. Et, alors, certains... et donc vous nous dites qu'il prend le train en marche d'une certaine manière. Oui, et on va même venir à lui. Mais pourquoi on vient à lui ? Eh bien parce que dans les rumeurs, on sait que ce personnage a quelques connaissances, est capable de manier la langue. Il est donc capable de... C'est comme ça qu'il va s'imposer dans le cadre des événements. Tout à fait. Il est, dans un premier temps, le secrétaire de qui ? De Boukman, qui malheureusement va perdre très rapidement la tête, et celle-ci est placée en haut d'un mât parce qu'il faut rappeler ces pauvres salopards de nègres à la raison, et au contraire, ça va les enflammer. Alors là, il y a un monde très hétéroclite, parce que vous avez ceux qui ont un positionnement, qui sont les Noirs qui acceptent d'être dans la soumission la plus totale. Il y a ceux qui arrivent, qui sont dans la présence au pays depuis peu de temps. On les appelle les bossales, parce que ceux-là ne sont pas encore matés. Et on ne sait pas comment arriver véritablement à les tenir. Il n'y a que la schlag pour les obliger à être dans la tâche pour la tâche. Et donc, Biassou, Boukman, Jeannot, Jean-François n'ont pas la capacité d'entrer dans les décrets, dans les lectures, etc., en négociation avec les autorités. Et c'est là que Toussaint Louverture va jouer un grand rôle. Le fait qu'il soit lettré change tout, par définition. C'est ce qui lui ouvre les portes. Est-ce que pour autant c'est un chef de guerre, un vrai stratège ? On n'est pas stratège quand on est... Non, pas du tout. Quand on est dans des conditions comme celle-là, on est simplement celui qui va tenter de canaliser les individus. Mais ce qu'il faut, là encore, restons sur ce peuple épars, avec les bossales. Ils ont leur propre maître. Et ces maîtres-là, ce sont ceux qui sont en liaison avec les esprits, toujours cette religion vaudou. Et eux, ils sont prêts à tous les excès. Ils sont prêts à mourir puisqu'ils ne craignent pas la mort. Pourquoi ils ne craignent pas la mort ? Parce qu'on devient esprit.
Et à partir de là, on est en rodaille, on reste en présence sur le territoire et même on peut retourner sur la terre natale. Ce qui fait que face au canon, face aux fusils, quand Bonaparte va envoyer Leclerc les uns et les autres, ils déferlent nus avec simplement leurs machettes. Ils peuvent être abattus par rasade. Il n'en reste pas moins qu'il y en a toujours un ou deux qui jaillissent et qui finit ce personnage par franchir les lignes. Et ça, Toussaint Louverture, dans un premier temps, il a peur de ces gens qui sont incontrôlables. Et la première chose qu'il fait, mais ça c'est lié aussi à son éducation, c'est d'imposer une religion, la religion catholique. Il interdit le vaudou. Vous imaginez ? Alors que tout ce peuple n'existe dans que par ces croyances-là, profondeurs, bien sûr. Que dans ses croyances. Eh bien, il l'interdit. Et ils seront Mais il faut punis. dire qu'il est allié très vite avec le roi très catholique, avec l'Espagne. Alors, et ça aussi, c'est extraordinaire parce que la première chose qu'on propose à ces chefs, c'est d'être dans la révérence à la Convention qui leur reconnaît quelques droits. Et vous savez ce qu'ils répondent par la plume de Toussaint Louverture. C'est pas lui qui est l'auteur unique du texte. Ils sont là plusieurs. Il traduit l'intention générale. Voilà. Nous ne pouvons en révérer. Nous avons toujours connu qu'un roi et nous ne pouvons qu'en révérer un roi. Quand vous en aurez un, vous pourrez revenir vers nous. En attendant, on va vers le roi. Trouvez-vous un nouveau roi, mais pour l'instant, on cherche. Pour le moment, on en a un, c'est le roi d'Espagne. Mais lui, il aimerait bien devenir roi d'une certaine manière. Est-ce qu'au moment où, beaucoup plus tard, il se met à rédiger cette fameuse constitution qui est un acte de défi contre le tout nouveau régime du consulat à Paris, est-ce que ça n'est pas pour instaurer un pouvoir personnel ? Alors, c'est à la fois... Non, je crois qu'il veut instaurer le pouvoir noir, mais il veut rester sous la férule de la France, parce que c'est un personnage intelligent. Il a compris une chose, il sait que toutes les nations autour, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis naissantes, ce sont des pays qui ne souhaitent qu'une chose, c'est l'écrasement de la révolte. Parce que si un peuple noir peut connaître la liberté, bien évidemment, le colonialisme dans son ensemble risque de s'effondrer. Et là, on ne peut pas imaginer une seule seconde que ces États accordent la dignité que les révolutionnaires français, dans leur fantaisie, dans leur utopie, ont osé accorder à ce peuple noir. Donc je pense qu'il est, à ce moment-là, l'homme de la situation. Il se proclame gouverneur parce qu'il lui faut une autorité. Il n'a pas le choix, il essaie toujours de regrouper ces différents mouvements, ces agitations, et de telle sorte qu'il lui faut aussi, pour pouvoir régner, avoir quoi ? Eh bien, avoir le théâtre du gouvernement. Et les premiers qui lui ont donné cette impulsion, ce sont les chefs initiaux de la révolte. Boukman, Biassou, Jean-François, la première chose, le premier geste qui est le leur, c'est de se travestir avec un uniforme pour montrer qu'ils sont dans la dignité du blanc et donc respectables. Il faut bien qu'ils arrivent à traduire cette nouvelle dignité si chèrement conquise. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, c'est Toussaint Louverture qui est à l'honneur. Et pour en parler, Franck, vous êtes accompagné par Marc Menant et par la journaliste à Femme Actuelle Jeux, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui vient de nous rejoindre. Oui, bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous ce jeudi. Vous avez suivi toute cette histoire, évidemment, et ça m'a fait rire parce que lorsqu'il a été question du piège tendu à Toussaint Louverture et de sa capture, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, vous avez dit c'est pas bien ça fait penser à Abdelkader, c'est pas bien. Ça m'a fait penser aux conditions d'arrestation d'Abdelkader, à qui on avait promis qu'il serait envoyé en terre d'islam et qui a été en captivité en France, dans une captivité très pénible, dont il a été sorti avec les honneurs. Lui, il s'en est sorti, c'est la différence. Par Napoléon III, il en est sorti, et puis il a ô combien honoré la France par la suite. Oui. Mais oui, c'est vrai que ces conditions de reddition de Toussaint Louverture, je les trouve choquantes et je les prends sur mon dos comme une charge qui pèse sur les épaules de la France. On n'a pas été très élégant dans cette circonstance. Non, mais c'est la vengeance de Bonaparte, parce que Bonaparte se sent bravé par un nègre du bout du monde. Mais alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les échanges,
Oui, ils mais sont en même extrêmement temps, compliqués. regardez ce que dira Napoléon Oui. beaucoup plus tard à Sainte-Hélène, à l'époque où il en est aux épanchements et aux regrets. Il dira « J'ai commis une grande faute. J'aurais dû me contenter de gouverner par Toussaint et signer avec lui un traité de commerce. J'aurais eu ainsi une armée de 50 000 braves noirs qui m'auraient conservé l'Amérique. » Oui, mais quand il écrit ça, il oublie ce qui avait été sa politique au départ. C'est-à-dire que quand Toussaint, à un moment donné, il envahit la partie espagnole, il dit il y a la réunification et il s'autoproclame gouverneur. Là, il prend véritablement le pouvoir, général en chef. Et Napoléon n'apprend ça, Bonaparte à l'époque, oui. n'apprend ça que 3 mois plus tard. Et c'est là où il va toujours envoyer ce problème Leclerc. évidemment des communications qui sont Bien très lentes. évidemment, ça c'est important. Il va envoyer Leclerc Son beau-frère. avec son armée. Mais qu'y a-t-il en éclaireur ? Parce qu'au passage, et ça montre bien qu'il n'a pas de mauvaises intentions par rapport aux autorités Toussaint, françaises. oui. Toussaint veut rester sous cette protection française, parce qu'il y a tous ces pays autour qui sont des menaces en quelque sorte. Eh bien, il a envoyé ses fils, Placide et Isaac, qui vont étudier en France pendant 3 ans. Eh bien, Bonaparte les envoie en éclaireur avec le prêtre qui leur sert de proviseur, qui s'appelle Couesnon. Il débarque 48 heures avant et avec des lettres de Bonaparte. Mais sauf que Bonaparte demande à Toussaint de redevenir une sorte de personnage intermédiaire entre les Noirs et les Blancs, mais de ne plus être à égalité. C'est là où c'est irrecevable. Et dans Leclerc patiente au large du Cap, et il finit par se dire, mais ce personnage, il nous prépare un mauvais coup. Et là, il va lancer ses troupes. Mais notre ami Toussaint Louverture avait envisagé qu'il y ait ce débordement de la part de Leclerc. Et il avait donné quel ordre ? Eh bien, de tout mettre à feu et à sang. Et celui qui, à ce moment-là... Pratiquer la terre brûlée. La terre brûlée. Et celui à qui il a confié le Cap, là où les armées françaises restent sur les navires en patience, c'est Christophe. Et quand Christophe voit les premières salves, il met le feu au Cap. Et de ville en ville comme ça, eh bien, les Français vont d'abord reculer, mais il y a cette démence, ce fanatisme, ce désir, cet orgueil que Christophe estimera pas encore assez instillé dans les esprits des bossals. Il n'en reste pas moins que ça les pousse, ils sont prêts à tout pour pouvoir être au pouvoir. Vous nous parliez hors micro tout à l'heure du tempérament assez méfiant d'un Toussaint Louverture qui évitait de se retrouver au milieu d'une foule, qui essayait toujours d'être le dos à un mur, qui faisait attention à tout, et néanmoins il est allé se jeter, si je puis dire, dans la gueule du loup. Oui, parce que là c'est un traquenard. Oui, tandis que le reste du temps, il est dans cette obsession, on risque de me dégommer. Parce que, voilà, il y a des logiques par rapport à ça. Alors, il se place, il arrive 15 heures avant au rendez-vous, arrive en retard, il est toujours dans la surprise des uns et des autres. Il va à la messe parce qu'il a besoin de la protection du Tout-Puissant. Et là, de temps en temps, il se dresse parce qu'il interpelle le curé à qui il reproche de ne pas tenir les bons propos. Et de faire des fautes de français, oui, probablement, parce que lui est très pointilleux sur le sujet. Ce Toussaint Louverture est donc capturé, je crois que le mot est juste. Oui, bien sûr. Il est ramené en France. Il pense quand même qu'il va bénéficier d'un procès à la loyale. Est-ce qu'il le croit, en tout cas ? Alors, il se dit que dans sa tête, il a fini par s'accorder. Il s'est auto-proclamé gouverneur et pour lui, il est un chef d'État d'une certaine façon. C'est ça, oui. Donc on ne peut pas l'abaisser au niveau qui sera celui du traitement qu'on va lui réserver. C'est terrifiant. C'est-à-dire que je dirais qu'un bandit de grand chemin aurait été mieux traité que Toussaint Louverture. Là, c'est immonde la façon dont la France se comporte vis-à-vis de cet homme, mais qui menace notre toute-puissance, qui menace même l'esprit capitalistique de l'époque. Donc, oui, c'est une réaction primaire, une réaction qui est justifiable. N'oublions pas aussi les mentalités du temps. Il meurt d'une certaine manière de désespoir, on peut le dire. Bien évidemment, oui, parce qu'il
il est là. Arraché à tout, sans Mais, aucun... non, sauf qu'il a ses fils qui sont là, sa femme qui est là, il a également des membres de sa famille qu'il a choisis, et son domestique qui vient mettre un bémol à ce que vous venez de dire. Quoi. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on lui crée l'illusion d'un environnement, mais ça c'est pour le voyage. Une fois sur place, c'est l'isolement le plus total. Il est mal chauffé, et comme vous disiez tout à l'heure, on va jusqu'à lui voler sa montre. Alors justement, nous allons aller au Fort de Joux dans un instant avec Clémentine. Je vous propose, comme vous le dites vous-même si bien, cher Marc, de rester avec nous quelque part en Rhodaille. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Après avoir évoqué le parcours incroyable de Toussaint Louverture, eh bien nous vous proposons une balade au cœur du fort de Joux et de la région de Pontarlier avec la journaliste à Femme Actuelle Jeux Clémentine Portier-Kaltenbach et Marc Menant. Alors il faut que vous nous expliquiez ce qu'il reste aujourd'hui de la détention de Toussaint Louverture. Après, on va visiter évidemment le fort, on verra quels sont les châteaux et tout ça. Mais est-ce qu'il reste encore des souvenirs de cette détention, Clémentine ? Alors, il reste surtout sa cellule, naturellement, qu'on visite lorsqu'on est sur ses traces. Et d'ailleurs, la forteresse de Joux, grâce à la captivité, grâce est un mot un peu excessif naturellement, mais la forteresse de Joux figure dans un circuit qui s'appelle la route des abolitions. On en parlera tout à l'heure. Et donc, dans sa cellule, on est accueilli par son buste. On mesure la difficulté les conditions affreuses dans lesquelles étaient les détenus à Joux, parce que il y fait un froid polaire. Et d'ailleurs, même si vous le visitez en plein été, on vous incite à prendre une petite laine parce que il y fait très froid. On devait chauffer toute l'année, et les détenus devaient se chauffer à leurs frais. Il y a une petite cheminée assez étrange dans chaque cellule. Elle est triangulaire et très fine, parce qu'en fait, on voulait empêcher toute évasion par voie des airs, enfin ce qui de toute façon aurait été assez illusoire et audacieux. Fenêtres quasiment murées, donc autant dire que les conditions de détention ont naturellement accéléré sa maladie et sa fin. Toussaint. Ce fort de Joux, ce château de Joux apparaît dans la brume. On peut le voir de tout le pourtour en fait, parce qu'il y a des hauteurs en fait, comme des promontoires qui dominent. C'est vraiment un château de non pas de conte de fées, mais plutôt de conte médiéval, ce fort de Joux. Et il faut en effet monter sur un des belvédères autour du fort pour pouvoir dominer le fort et comprendre en quoi sa situation est exceptionnelle et stratégique. Depuis la nuit des temps, eh bien, on a occupé cette région-là parce que cette citadelle, ce fort de Joux, se trouve au-dessus de ce qu'on appelle la cluse de Joux, la cluse de Pontarlier. C'est une sorte de défilé, et c'est le seul moyen de traverser ces montagnes du Jura. Eh bien, c'est de passer par ce défilé. Très vieille route. Très ancienne route. Alors là, évidemment, Franck, lui, je ne sais pas s'il irait jusqu'à Saint-Domingue, mais lui qui va dans Franche-Comté à genoux et embrasse le sol en arrivant. Cette route en particulier. C'est fort bien, naturellement, que César et ses légions, à la poursuite des Helvètes, sont passés par ce défilé. Ils sont repassés ensuite, mais ça nous entraînerait trop loin. Ils sont repassés. Alors de toute façon, certainement, ils sont passés depuis la nuit des temps et depuis toujours, parce que ce défilé et cette route est devenue une route commerciale majeure au Moyen-Âge, la route du sel, la route du monachisme. Les seigneurs de Joux, qui créent la première citadelle au XIe siècle, l'ont bien compris, qui rançonnent les voyageurs et grâce à cela construisent un château en pierre qui avait été précédé par un château en bois. Donc c'est la première vocation, le premier état de cette forteresse, c'est la forteresse des seigneurs de Joux. Elle est sur la commune de La Cluse-et-Mijoux, c'est ça le nom? Exactement, c'est tout à fait ça, c'est la Cluse-et-Mijoux. Donc ce site est absolument extraordinaire, vraiment. Et alors surtout, je dirais en hiver, où ce château émerge des brumes, et on peut le voir depuis tous ces points de vue, la roche sarrasine, le belvédère du fer à cheval, qui sont vraiment un peu plus hauts. C'est vraiment, la citadelle occupe tout cet éperon rocheux, parce qu'à la suite de cette citadelle, il y a un deuxième château, en somme. C'est la forteresse frontalière, qui a été aménagée par Charles Quint, et puis
À une époque où tout ça appartenait à Tout l'Empire. cela était bien sûr. espagnol, naturellement, après avoir été bourguignon. Et puis, traité de Nimègue sous Louis XIV, 1678, la Franche-Comté devient française. Et donc, que fait Louis XIV? Évidemment, il missionne Vauban pour procéder à des travaux d'aménagement et de renforcement de la forteresse, qui deviendra un élément du précaré de Vauban. Et puis il y a une dernière forteresse qui fait partie de tous les ouvrages frontaliers qu'on a vu fleurir, si je puis dire, au XIXe siècle, qu'elle est une forteresse enterrée en quelque sorte. Forteresse enterrée qui elle-même rentrera dans le dispositif de la ligne Maginot. Donc il y a en fait trois éléments, trois forts différents, fort de Joux, le fort médiéval, la forteresse Vauban et le fort enterré. Alors intéressons-nous à la prison d'État qui n'a pas commencé évidemment avec Toussaint Louverture. D'autres prisonniers célèbres s'y sont succédés. À commencer par l'un des plus magistraux et des plus flamboyants prisonniers de l'histoire de France, Mirabeau. Oui. Dont nous parlions à ce même micro il y a quelques jours. C'est un hooligan, c'est vraiment un habitué des prisons. Et qui a été l'un des seuls, dès 1789, à demander la libération des Noirs, donc on leur accorde la dignité humaine, Mirabeau. Il était seul contre tous, parce que même les Condorcet et autres disaient C'était plus prudent, il faut leur donner un petit quelque chose, mais ils sont pas encore dans la capacité de l'autonomie. En tout cas, Mirabeau a fréquenté, après avoir été au Château d'If, c'est vraiment l'hôte des prisons les plus célèbres de France. À la demande de son père. Tout à fait. La première fois, c'est son père qui demande une lettre de cachet contre lui. Il séduit la cantinière, donc on comprend qu'il faut l'envoyer ailleurs, et on l'envoie au Château de Joux en mai 1775. Il avait 26 ans et il fut enfermé à Joux dans une forteresse qui porte son nom. Alors comme c'est un beau parleur, imaginez Marc Menant enfermé au fort de Joux, Franck. Alors évidemment, il séduit le gouverneur qui lui laisse une certaine latitude pour aller séduire les Pontissaliennes qui sont les charmantes habitantes de Pontarlier. Et évidemment, que fait-il? Il en séduit une et il fiche le camp avec elle en Hollande. Donc fin de l'histoire pour Mirabeau, qui sera repris et enfermé à Vincennes. Donc il a vraiment fréquenté les plus grandes prisons, mais il y a eu aussi ici de très nombreux chefs chouans, le marquis de Rivière qui passe 4 ans à Joux, le général Lajolet. Il y a même un chef chouan qui s'est enfui du fort de Joux. Moulin, dit Michelot. Moulin, voilà. Et son compagnon de cellule était Charles de Frotté, et ils ont noué des draps ensemble. C'est la façon la plus classique de s'évader d'un château fort. Ils ont atteint la Suisse puis l'Angleterre avec l'aide des Pontissaliens qui, s'ils étaient favorables à la Révolution et à la République, étaient contre les persécutions dont l'Église faisait l'objet. Alors évidemment, toute une série de prisonniers, des prêtres réfractaires, des chefs royalistes, des captifs de guerre, autrichiens, hollandais, suédois, allemands, espagnols. Ils ont été très fréquentés, ces geôles du château de Joux. Et puis, il y a quand même un détenu qu'il faut citer, bien postérieur à Toussaint Louverture, mais qui est Heinrich von Kleist, l'écrivain allemand. Oui, il a été prisonnier au fort de Joux. Alors, à la suite d'une erreur... prisonnier d'État, lui aussi? Il a été arrêté pour sentiment anti-français. Il a été arrêté à Berlin. On ne sait pas au juste en quoi cela consistait. C'était au moment du plus grand empire, là. On est vraiment... Tout à fait. Ah oui, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard, puisqu'il est enfermé ici de mars à avril 1807. Mais c'est ça, oui. Mais cette expérience du fort de Joux va lui servir pour écrire Les fiancés de Saint-Domingue, car il avait un compatriote à Joux qui avait séjourné à Joux dans la cellule de Toussaint Louverture et qui lui a raconté les souvenirs de Toussaint Louverture. Dans un instant, vous nous emmenez, Clémentine, sur la fameuse route des abolitions. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. La cancoyote, c'est un bébin franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arouet. La cancoyote, ce n'est pas pour ces François, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit ni ma fouet. Et nous poursuivons notre La balade. cancoyote, c'est une spécialité locale. Ça, c'est déjà pour Lorena Martin. Ça annonce son arrivée. Je voulais dire, à propos de cancoyote, non pas vraiment, à propos d'Haïti, Marc, votre petit roman d'Haïti a été publié aux éditions du Rocher. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est un livre formidable. Et vous êtes en train d'écrire là en ce moment, d'ailleurs. Oui, j'écris sur un autre personnage, mais qui me fascine. J'aimerais pouvoir m'y retrouver en effet miroir, c'est Mermoz. Oui. Et c'est Mermoz le Petit Prince. J'en dis pas plus. Ça va être un truc formidable parce que vous m'en avez parlé avant l'émission et j'avais l'impression d'y être. Je signale d'ailleurs à toutes fins utiles que vous n'avez pas tout à fait trouvé d'éditeur. Donc, J'ai pas cherché encore. Voilà, bon, donc voilà, si ça intéresse un de nos auditeurs, éditeurs,
qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Donc Clémentine, un mot peut-être de cette fameuse route des abolitions là dont vous parlez. Alors il y a cinq étapes de cette route des abolitions, dont le fort de Joux constitue l'une des premières. Du fait de la captivité de Toussaint, de l'ouverture. Hein. Mais également la maison de l'abbé Grégoire à Amberménil ou la maison de Schœlcher à Fessenheim, puisque le Schœlcher à l'origine de l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises. Oui, au moment de la Deuxième République. Ça, c'était en 1848. Alors revenons peut-être à un mot de la cellule de Toussaint lui-même. Ça, vous nous avez dit en gros. Hein, donc, Tout à fait. Alors notez qu'il n'est pas seul en effet dans la forteresse, puisque il y a des compatriotes. En somme, les Quina, Jean et Zamore Quina, qui sont des chefs de bande noire, qui eux aussi ont lutté pour l'indépendance de Saint-Domingue et de la Martinique, et qui vont rester dans les prisons de Joux de 1802 à 1804, avant d'être incorporés sur leur demande dans un régiment de pionniers, ils en sortaient, mais de pionniers à Toulon. Et puis, il y avait l'ennemi aussi de Toussaint Louverture, le général Rigaud et Martial Besse, et eux se sont évadés tout de suite, à preuve qu'il était quand même possible de s'évader du fort de Joux, malgré des fenêtres murées et ces cheminées étroites. Ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure, Franck. Attendait-il un procès ? Je pense que, dans son intime conviction, il ne pouvait pas reconnaître qu'il était déconsidéré au point de ne pas avoir ce droit à l'expression. Voilà. Donc je crois que jusqu'au bout, il n'était pas question pour lui de tenter quoi que ce soit. Il attendait de paraître en justice. Dignement le procès qui ne viendrait évidemment jamais, bien sûr. D'être traité en homme. Alors, il faudrait, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais quand même qu'on aille visiter la ville toute proche de ce fort de Joux, qui est la ville de Pontarlier, deuxième ville la plus haute de France après Briançon. Briançon. Et comme elle a été une possession espagnole et que cette région a été livrée à une âpre compétition entre Espagne et France, eh bien, Pontarlier a été plusieurs fois incendiée et reconstruite de sorte qu'il ne reste pas grand-chose de son passé médiéval, mis à part l'église Sainte-Bénigne, une très jolie petite église, et puis une partie des fortifications. Mais le monument incontournable de Pontarlier, c'est la porte Saint-Pierre, qui avait été elle-même très endommagée par les incendies et qui a été reconstruite en 1771. C'est une copie de la porte Saint-Martin, la porte Saint-Pierre. Et alors surtout, naturellement, Pontarlier, contrairement à la plupart de ces villes de Franche-Comté qui ont des noms de saucisses comme Morteau ou Montbéliard, eh ben, ça a été non pas une ville de charcuterie, mais une importante ville de garnison et naturellement une cité industrielle prospère grâce au développement de l'absinthe, car Pontarlier a été la première productrice mondiale d'absinthe. De la fée verte. Dont nous parlera certainement Lorena. Alors, mis à part cette Sainte-Bénigne et la porte Saint-Pierre, il y a de jolis éléments architecturaux datant de la fin du 19e, notamment la chapelle Notre-Dame de l'Espérance qui a été construite en 1861 pour remercier la Vierge d'avoir permis à Pontarlier de ne pas être touché par l'épidémie de choléra qui sévissait en France à cette époque. Il y a un très joli kiosque à musique également où les soldats en garnison devaient venir le week-end séduire les Pontissaliennes. Ça ferait un joli thème de livre, ça, d'avoir tous ces beaux kiosques à musique dans tellement de villes de France, dont ils sont un peu l'un des épicentres, souvent en bordure des parcs ou sur les places. Enfin. C'est vrai, ça fait un peu penser à la ronde à ce joli film, mais en même temps, Franck, une fois que vous auriez raconté, il y a un joli kiosque où on fait poète-poète, ça risque d'être un petit peu court. C'est là qu'il faut faire preuve d'imagination. Il y a un théâtre aussi à Pontarlier. Qui porte le nom de Bernard Blier, parce que figurez-vous que son épouse était native de Pontarlier, justement. Elle était donc Pontissalienne. Pontissalienne. Eh bien, chers Pontissaliens, chères Pontissaliennes, merci de votre fidélité à cette émission. Je suis ravi d'avoir appris 2 mots cet après-midi. Pontissalien et puis Rodaille, mais Rodaille, à mon avis, c'est un néologisme à la Marc Menant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Dernière partie de notre balade à Pontarlier et c'est l'heure de retrouver Lorena Martin pour ses bons plans. Alors, Clémentine parlait de la fée verte à l'instant, de cette absinthe. Elle est toujours présente à Pontarlier, dans l'esprit des Pontisaliens? Oui, elle est toujours présente. En fait, donc ça a été créé en 1805 puisqu'Henri-Louis Pernot, venant de Suisse, installe la première distillerie d'absinthe à Pontarlier. Et il en reste 2 distilleries historiques qui sont toujours là. Et de nouveaux distillateurs d'ailleurs viennent s'installer sur le territoire puisqu'ils renouent avec cette tradition. On peut citer la distillerie Pierre Guy à Pontarlier et au pied du château de Joux dont vous avez parlé, les fils d'Émile Pernot. Alors, il faut dire aussi que l'absinthe est au cœur, en quelque sorte, d'un certain nombre d'événements locaux. Oui, il existe même une route de l'absinthe franco-suisse de Pontarlier la tête à de Marc Noéreg. Menant, Lorena, pendant que vous parlez d'absinthe. Marc Menant, qui pourtant est un grand spécialiste dans tous les alcools possibles. Ah bah oui. Moi, c'est mon côté de Toussaint l'ouverture. C'est Toussaint l'ouverture était abstème. Jamais. Abstème, ça veut dire ne buvant pas la moindre goutte d'alcool ou de vin. comme vous. Et et il avait une obsession, c'était l'empoisonnement. Ce qui fait qu'il se précipitait sur les sources et il n'était pas question de lui tendre un gobelet. Il allait couper la feuille du bananier, en faisait une sorte de récipient et buvait directement. Alors, pour ceux qui ne sont pas abstèmes, il y a donc la fête de l'absinthe, Il y a chère aussi Lorena. la fête de l'absinthe le 30 juillet donc prochain et les absinthiades le 30 septembre et 1er octobre. Tous les ans, en fait, ce sont donc 2 fêtes où il y a des expositions, des conférences, des rencontres. Et qui considère et des l'absinthe soirées. comme le phénomène culturel qu'il a été, Exactement, de la région, avec les grands dégâts que ça a pu causer, Oui. évidemment, au 19e siècle. Et en même temps, ça a inspiré tellement de poètes, Il faut savoir d'artistes. qu'à Pontarlier, il y avait près de 20 distilleries au XXe siècle, Ah oui, au début du c'est XXe siècle. impressionnant. avant Puisque vous parlez l'interdiction. d'événements, tiens, je vois que le festival des Nuits de Joux aura lieu du 21 juillet au 12 août au château de Joux, justement. Ça fait 40 ans que le château de Joux, chaque été, est ainsi investi par des comédiens qui viennent donner des représentations en plein air. Alors, quelles sont les spécialités? Parce qu'il n'y a pas que de l'absinthe à Pontarlier, Il y a quand beaucoup même. de fromage. Oh là là, oui. Il y a beaucoup de fromage, donc la cuisine Merveilleux comtoise Jura. est simple, variée, mais très proche de la nature. Donc vous avez une grande diversité de fromages avec 3 AOC sur le territoire de Pontarlier, le Comté, le Morbier et le Mont d'Or en hiver. Et sinon, vous avez aussi toutes sortes de charcuteries, le fumage des salaisons qui se fait dans une grande cheminée appelée le tué et qui permettait la conservation des aliments. Et vous Le avez tué notamment le tué. C'est le nom de la cheminée, Oui, ça. exactement. Voilà. Et vous avez C'est incroyable le nombre de nouveaux mots que nous aurons appris au cours de cette émission. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Cette émission doit être subventionnée par Robert ou Larousse, je ne sais pas. Et vous avez un grand nombre de produits traditionnels, dont la saucisse de Morteau, bien sûr, le jambon cru fumé, le jambon à l'os, etc. Alors ça, c'est pour le côté salé, Oui. mais on n'imagine pas une chronique de Lorena Martin Sans sans les un petit sucreries. côté sucré, évidemment, bien Donc sûr. vous avez les sèches comtoises ou franc-comtoises, qui sont des sortes de bugnes qui sont un petit peu plus Du bugne, craquantes. c'est-à-dire comme des petits beignets. Hein. Exactement. Plus craquantes et croustillantes. C'est à base de farine, beurre et crème. Et vous avez sinon aussi le gâteau au goumot ou gâteau de ménage. C'est une spécialité du Doubs. Il est fabriqué à base de pâte briochée, sucre, assez riche en beurre. Il ne faut pas le cacher. Et on y ajoute parfois des pépites de chocolat ou des fruits. Et le goumot, c'est ce mélange de crème fraîche, d'œufs et de sucre. Vous avez déjeuné, vous, Carole? Oui, mais alors là, ça donne très faim. Surtout les bugnes. Les bugnes. Bon, allons tout de suite voir les chambres d'hôtes, parce que tout à l'heure, Clémentine nous a fait rêver de paysages merveilleux, Vous avez d'une de nature. très belles chambres d'hôtes. Et là, il y a des chambres d'hôtes Ouais. extraordinaires. Hein, on peut le Vous dire. avez notamment la maison d'à côté, à Pontarlier, qui est au cœur de la ville, face à la place Saint-Bénigne, où séjourna Rouget de Lille. Et donc, c'est un hébergement un petit peu à la manière d'un hôtel particulier. C'est un appartement de 200 mètres carrés, situé dans un bâtiment du 19e siècle. Vous avez 2 chambres au 2e étage, avec parquet au sol, de très belles boiseries. C'est très bien décoré, avec des rideaux en laine, en lin. Les petits déjeuners sont avec des produits bio, locaux. Et la propriétaire possède un restaurant qui s'appelle Côté Pont, au bout de la rue, au bord du Doubs. Donc c'est assez joli. Et là encore, c'est une très belle adresse avec une petite maison, avec cheminée, terrasse pour les beaux jours. C'est assez agréable. Ça a été fait pour vous. Ça. En plus, vous nous avez mis des photos, Des dans le belles moins qu'on photos. puisse dire, et qu'elles font envie. Et il y a cette nature, cette eau, C'est très verdoyant. les cheminées, bien entendu, parce qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de dire Il que fait c'est une froid. région où il ne fait pas toujours, Ouais. toujours très bon. Mais en même temps, voilà, ça Ça a son charme. Oui, ça a son charme, ça ragaillardit.
Vous proposez aussi des chambres d'hôtes qui s'appellent les chambres du hameau. Et ça a l'air tout simplement sublime. C'est sublime, c'est vraiment un petit havre de paix. C'est juste à côté de Pontarlier. Exactement, à la Cluse-et-Mijoux, à côté du château. Donc au pied du château. Voilà. C'est donc le hameau de Chapelle-Mijoux, à quelques kilomètres de Pontarlier. C'est la pleine nature. C'est une ferme rénovée, tout en bois. Et donc en hiver, ces chambres d'hôtes sont très bien situées puisque les pistes de ski sont juste à côté. Clémentine. Vous parliez du Doubs, Lorena. Vous savez qu'on doit évidemment à l'absinthe bien des dégâts neurologiques, mais on lui doit aussi une grande avancée scientifique, car lorsque la distillerie Pernod a brûlé en 1901, pour que les cuves n'explosent pas, on a vidé leur contenu dans le Doubs. On dit que les soldats sont précipités avec leur casque pour boire de l'absinthe, et c'est ce qui a permis d'identifier à l'origine de la Loue quel était le circuit de cette source, qui était un affluent souterrain du Doubs. Donc la première expérience de teinture des eaux en hydrographie involontaire, on la doit à l'absinthe. Donc moi je dis vive l'absinthe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était tiré par les cheveux. Mais enfin bon. À Dommartin, donc là nous sommes à 5 km de Pontarlier, une chambre d'hôte qui s'appelle le Champ du Coq. Oui, c'est dans un Il existe le coq, on l'entend. C'est un petit village calme traversé par la rivière le Drujon. Vous êtes à côté d'une forêt. C'est un très beau chalet, là encore, dans ce style toujours des fermes comtoises, avec le charme du bois. Et ils font également table d'hôte. Donc c'est une cuisine élaborée avec des produits régionaux. C'est très agréable, notamment entre amis ou en famille. Et puis un restaurant quand même pour un la restaurant route, que j'ai mis de côté pour sa vue magnifique. Ils ont une terrasse panoramique sur la nature. C'est un restaurant semi-gastronomique qui s'appelle Les Papillons. C'est route du Larmont à Pontarlier. Merci beaucoup Lorena, merci Clémentine, merci Marc Menant. Vous aurez compris en quelque sorte que cette émission d'aujourd'hui était une émission en famille.